Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 29e édition de Polycritique, le webinaire mensuel de l'AFSP qui a vocation à décrypter l'actualité française et internationale en plaçant des enjeux particulièrement saillants sous le regard de chercheurs et d'enseignants-chercheurs, bien sûr. Le sujet qui nous réunit ce soir, qui nous occupe ce soir, tient dans la question qui fait le titre, le RN à 30%, quelles causes au pluriel, quelles conséquences au pluriel? Et le 30% que nous faisons figurer dans ce titre se réfère naturellement aux sondages dont on sait qu'il ne faut pas les prendre pour argent comptant, mais dont on sait aussi qu'ils donnent une indication importante parce que jusqu'à présent, le parti de Marine Le Pen n'était jamais allé aussi loin, sauf au second tour de la dernière présidentielle. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais partager avec vous quelques données que je dois d'ailleurs à Nona Meyer, l'une de nos participantes, notre panéliste aujourd'hui. Et pour vous commenter ces quelques graphiques, je vais prendre quelques minutes si ils veulent bien s'afficher maintenant, ou si nous n'y arrivons pas, ce sera pour tout à l'heure, mais ils étaient suffisamment parlants pour que je souhaite vous les montrer. Non, nous n'arrivons pas à partager l'écran. Bon, alors, ce sera pour plus tard, Dommage. mais j'en profite du coup pour vous présenter nos panélistes dans l'ordre alphabétique. Sylvain Crépon, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Tours. Estelle Delaine, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Rennes 2. Nona Meyer, chercheuse émérite au Centre d'études européennes de politique comparée de Sciences Po et du CNRS. Et Luc Rouban, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, au Centre de recherche politique de Sciences Po. On a donc une nouvelle configuration qui se met en place avec ce score annoncé pour le RN. Et du coup, la partie par laquelle nous allons commencer, c'est les causes. Nous allons aujourd'hui suivre un plan en deux parties dont nous sommes très familiers justement à Sciences Po. Les causes d'un côté, les conséquences de l'autre. Et c'est très robuste comme approche, je pense, parce que ça permet d'éclairer les deux faces de ce phénomène. Et pour bien comprendre justement d'où l'on vient, Sylvain va planter le décor en essayant, en réussissant à coup sûr, d'appréhender la différence, réelle ou supposée d'ailleurs, entre le FN d'hier et le RN d'aujourd'hui. La question subsidiaire étant ici, en quoi l'opération de dédiabolisation engagée par Marine Le Pen explique-t-elle en partie au moins l'essor électoral de sa formation? Sylvain, the floor is yours. Merci beaucoup, merci Christophe Jaffrelot pour cette invitation. Alors moi, je vais revenir un petit peu effectivement sur la trajectoire idéologique, les recompositions idéologiques du Rassemblement national, Front national, et je vais partir des années 1990, c'est-à-dire c'est la décennie durant laquelle finalement la génération de Marine Le Pen émerge au sein du Front national et commence à prendre une décennie plus tard les commandes avec en quelque sorte des recompositions sur le plan idéologique. Alors moi, j'ai commencé précisément mes enquêtes à la fin des années 1990 et j'avais été assez frappé de voir à l'époque chez la jeune génération du Front National, celle qui avait 20 ans dans les années 1990, le discours qui était vraiment à la mode chez ces jeunes militants, c'était le différentialisme culturel. Ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et j'ai pu constater que ce différentialisme culturel avait été emprunté au courant dit de la nouvelle droite, c'est-à-dire le GRES, groupe de recherche et d'études pour la civilisation européenne, qui est un groupe d'intellectuels qui s'est constitué dans les années 1960 et qui s'est surtout développé dans les années 1970 et qui s'est attaché à recomposer finalement le vieux logiciel identitaire de l'extrême droite afin d'essayer de l'adapter aux problématiques contemporaines. Et sachant que le vieux racisme du nazisme de la Seconde Guerre mondiale, où finalement
on va dire, l'identité de l'empire colonial, du nationalisme expansionniste, n'avait plus d'avenir. Et donc, c'est là où ils se sont mis à emprunter dans le paradigme culturalisme de l'anthropologie de quoi recomposer ce paradigme. Et donc, très, très, très schématiquement, j'entendais qu'on ne parlait plus de race, mais qu'on parlait pour définir les identités, mais de la notion anthropologique de culture, et que l'on parlait plus de supériorité, mais de la nécessité de préserver les différences. Et donc ce discours commence à essaimer chez la jeune génération frontiste des années 1990, ce qui a pu créer des conflits de génération d'ailleurs avec la génération plus ancienne qui était beaucoup plus pro-Algérie française. Et puis, donc, ça c'est le premier moment, j'en compte trois. Le deuxième moment, il arrive dans les années 2000, et ça, c'est plus précisément au milieu des années 2000, 2006, lorsque Marine Le Pen prend la direction de la campagne présidentielle de son père. Et à ce moment-là, elle conseille à son père de prendre à bras-le-corps le paradigme républicain et de finalement adapter le logiciel identitaire du Front National à cette dimension républicaine. Et donc c'est à partir de là où le Front National, et à commencer par Jean-Marie Le Pen, reprend des thématiques telles que l'intégration des immigrés, pour peu qu'ils veulent bien faire l'effort de s'adapter à nos valeurs, ou encore la laïcité. Et il y a un événement qui marque ce revirement, c'est le discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen en novembre 2006, lorsque, entre guillemets, il tend la main aux jeunes d'origine immigrée en disant que nous voulons bien vous fondre dans le creuset républicain pour peu que vous veuillez bien accepter ou faire vôtre nos valeurs. Et puis, il y a un troisième moment, alors là, c'est les années 2010, hein, le début des années 2010, 2011-2012, lorsque Marine Le Pen succède à son père et qu'elle devient candidate pour l'élection présidentielle de 2012, et que à ce moment-là, elle impulse un nouveau discours, alors qu'il est beaucoup inspiré par ce qui se passe aux Pays-Bas, par l'extrême droite des Pays-Bas, et notamment le discours de Geert Wilders, hein, et qui, à ce moment-là, reprend on va dire, toutes les thématiques sociétales de défense du droit des femmes, défense des personnes LGBT, qu'elle va mettre en avant et dont elle escompte véritablement que ça va appuyer sa stratégie dite qu'on a appelée la dédiabolisation ou également la normalisation. Et donc, c'est son fameux discours de 2011, hein, dans lequel elle dit « J'entends que dans certains quartiers, il ne fait pas bon être femme, ni homosexuel, ni juif, ni même français ou Français. blanc. » Et donc là, c'est véritablement, j'ai envie de dire, une page stratégique, je dis bien stratégique, Ouais. qui se tourne au sein du Rassemblement national, ce qui peut faire graisser certaines dents, mais ce que les frontistes de l'époque, parce qu'on n'est pas encore au Rassemblement national, retiennent, c'est que finalement, la laïcité, la République, les LGBT, les gays, les femmes doivent être défendus contre une certaine une immigration qui est extra-européenne et qui est une immigration essentiellement musulmane. Et donc finalement, ça permet de prolonger le logiciel d'une certaine forme de différentialisme qui postule une incompatibilité finalement à la fois culturelle et civilisationnelle entre nous, hein, qui sommes finalement les Blancs, les Européens qui ont une certaine culture, et les autres qui seraient incompatibles avec cette culture démocratique. Et cette culture démocratique, finalement, elle est essentialisée puisque toujours selon les discours de Marine Le Pen, elle serait une forme sécularisée finalement d'une certaine tradition judéo-chrétienne. Et donc on en est là et je pense que cette stratégie a été véritablement payante. Et on a vu à ce moment-là des digues rompre, le fameux cordon sanitaire petit à petit être enfoncé. Et je pense qu'on voit ça aujourd'hui avec des passerelles qui deviennent possibles et qui étaient absolument auparavant impossibles. Voilà, j'ai essayé de respecter le temps de parole, mais juste pour planter cette petite mise en contexte idéologique.
Merci beaucoup, Sylvain. Effectivement, d'avoir ainsi planté les jalons Ouais. historiques qui permettent de retracer l'évolution assez rapide finalement, hein, de l'idéologie ou de la culture politique qui fait passer du FN au RN. Je me tourne maintenant vers Estelle pour examiner une autre évolution, celle de la sociologie du parti, celle des cadres, des militants, des élus qui elle aussi a peut-être changé depuis le FN, et on va apprendre comment de la bouche d'Estelle, sachant que s'agissant des élus, une question subsidiaire concerne aussi leur comportement dans les assemblées où Mm. ils siègent, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou bien sûr du Parlement européen, puisque nous sommes, ne l'oublions surtout pas, à la veille d'une échéance électorale européenne. Estelle. Bah oui, merci pour cette invitation et bonsoir tout le monde. Donc moi, je vais continuer en effet cette histoire du Rassemblement national, Front national et de son insertion au Parlement européen plus particulièrement en revenant à la fois en m'intéressant sur les caractéristiques des membres des équipes parlementaires et puis la manière dont en effet ils ont investi cette institution, le Parlement européen, et ce depuis 1979 pour l'extrême droite de manière générale et 1984 pour ce parti français en particulier. Et en effet, l'Assemblée européenne, paradoxalement, elle leur fournit des ressources importantes. Et en parallèle, en effet, leur présence sans discontinuer depuis de nombreuses mandatures, elle a un impact important sur la conduite de la politique européenne, sur les procédures qui sont utilisées en interne, évidemment aussi sur les rapports de force, et puis sur l'issue des votes dans une certaine mesure, parce que là, il faut regarder un peu secteur par secteur de politique publique européenne. Euh, alors déjà, hein, si on regarde leur histoire, on peut regarder aussi un petit peu l'évolution de leurs alliances ou non. Donc le poids de l'extrême droite au Parlement européen, il est plus ou moins important en fonction aussi de la manière dont ils parviennent à créer des groupes ou non. Et le Front National est parvenu pendant à peu près un peu plus de 20 ans à former un groupe, donc aussi à accéder à des ressources un peu plus importantes de l'institution. Et pendant une dizaine, un peu plus de 10 ans, il a au contraire plutôt siégé sur le banc des non-inscrits. Et ça, c'est important pour savoir aussi la place qu'ils peuvent avoir, enfin, ou l'influence, si c'est la grille d'analyse qu'on choisit, l'influence qu'ils peuvent avoir après dans l'institution européenne. Et puis de s'intéresser, pour commencer un peu sur ces alliances, ça permet aussi de tout de suite voir comment cette institution, le Parlement européen, il permet paradoxalement, puisqu'il est organisé autour plusieurs règles de proportionnalité, des proportionnalités en politique, en termes politiques, un numérique et de nationalité. Donc pour créer un groupe, il faut être au moins 23 élus qui attestent d'une cohérence, d'une certaine cohérence idéologique. Et puis il faut former au moins un quart de l'Assemblée dans la 9e législature. Et donc, le Parlement européen, on le voit déjà, il a des propriétés spécifiques qui ne désavantagent pas toujours l'extrême droite et au contraire qui peut les pousser à se regrouper et à former des alliances. Je vais revenir un petit peu sur les caractéristiques sociologiques là maintenant des membres frontistes depuis donc, les années 80, puisque finalement, ça a assez peu changé hein, leurs caractéristiques sociologiques. Puis après, je vais revenir un peu faire un bref bilan de la 9e législature. Donc, pour revenir sur les caractéristiques sociologiques et ce qui explique hein, comment ces membres d'équipes parlementaires, que ce soit les assistants-assistantes, les conseillers conseillères ou les élus, peuvent se saisir ou pas des procédures d'un Parlement. Faut regarder un petit peu qui ils sont sociologiquement, aussi comment ils sont formés. Et là, il se trouve qu'au Front National, on n'a pas spécialement de logique très différente par rapport aux autres partis à l'échelon européen en termes de recrutement, donc les assistants-assistantes, les conseillers conseillères. Ce sont plutôt des membres des classes dominantes de la société. Ce sont des personnes qui ont fait plutôt des études qui sont diplômés du supérieur, plutôt en sciences politiques, en droit. Donc, ça veut dire qu'ils sont en mesure de parler technique, d'écrire des discours chronométrés. Voilà, on voit là à l'instant un petit peu, on a projeté les alliances qui ont été concrétisées entre les différents partis européens. Et encore une fois, là, ça explique un peu voilà, la spécificité de cette institution qui force, enfin, bon, en tout cas, ça n'a pas spécialement été imaginé comme ça par l'institution, mais ça force aussi un des regroupements à l'échelon européen.
Et donc, un poste d'assistant parlementaire, c'est pour un militant nationaliste parfois vu comme une possibilité de poursuivre son militantisme par d'autres moyens et en plus en satisfaisant leur propriété sociale dominante, puisque c'est un métier qui est tout à fait satisfaisant pour quelqu'un qui sort de Sciences Po Paris ou d'Assas, par exemple. Donc, le Parlement européen, ça leur offre cette possibilité de se professionnaliser et d'actualiser en réalité des aspects de leur militantisme élitaire au sein même de l'institution. Alors, ça ne veut pas dire tout le temps que les dirigeants, les élus d'extrême droite tentent de capter les positions de leadership dans l'institution. Donc, pour devenir président du Parlement, par exemple, ou à une autre échelle, président d'une commission européenne, il y a des initiatives qui ont été faites, ce n'est pas tout le temps la stratégie des élus, mais au contraire, ils peuvent aussi jouer un jeu parlementaire qui est volontairement minoritaire, donc rester aussi dans ces franges-là plutôt de la politique européenne. Ils ne vont pas forcément tout le temps chercher, et même si parfois oui, à obtenir des dossiers ou des positions de premier plan, puisque aussi la posture d'opposant ou d'outsider critique, elle est relativement confortable pour eux aussi. Ça leur permet en plus d'avoir une position duquel ils peuvent critiquer en interne la structuration de la politique européenne. Et puis donc, tout de même, quand ils souhaitent participer au processus législatif, ce qui n'est pas tout le temps le cas, ils peuvent aussi venir affirmer des tendances du Parlement européen ou de certains groupes, ou voire même d'autres acteurs que seraient non plus les acteurs internes au Parlement européen, comme les fonctionnaires, les groupes, mais ça pourrait être aussi d'autres acteurs comme des lobbies ou des membres de la Commission européenne. Et là, du coup, j'en viens, je crois que je suis un peu longue, mais désolée, je vais abréger un peu. J'en viens sur ce petit bilan de la 9e législature. Et pour faire un grand panorama de cette 9e législature, il aurait fallu qu'on prenne aussi un peu un bilan complet. Il comporterait un bilan des relations avec les médias, un bilan des manières pour les frontistes de s'approprier les financements européens dans les partis ou dans les fondations européennes. Puis évidemment, ça comporte aussi un bilan des votes en recall vote à l'échelon européen, donc dans l'hémicycle ou en commission. Et là, c'est peut-être ce que je voulais aborder avec la deuxième slide, merci, sur la spécificité de la 9e législature, et c'est ce que montre une étude publiée récemment, cette étude de Rolab sur la gauche, qui a été faite par des collègues et sous la direction notamment de Laurent Varlouzet, qui montre que la 9e législature, comme spécificité, elle a d'être beaucoup plus polarisée, puisque la coalition historique en fait entre PPE et SND a moins de poids, donc ça donne paradoxalement, enfin en tout cas plus de poids à d'autres coalitions qui sont possibles, et ça politise un peu, ou en tout cas ça recrée un clivage gauche-droite qui peut s'exprimer sur plusieurs secteurs. Alors je vais très vite et je vais prendre exclusivement le secteur de l'Europe sociale. Si on regarde ce secteur-ci, il y a, puisque le Parlement européen n'est pas à l'initiative des politiques, en tout cas des dossiers, il ne met pas à l'agenda tous les dossiers, il a un tout petit pouvoir d'initiative, puisque c'est plutôt la Commission qui la crée. Et sur la question de l'Europe sociale, donc il y a une sorte de continuité que notent ces chercheurs entre les décisions qui sont prises depuis la législature 7. Et puis si on regarde spécifiquement quand même les votes du RN sur les grands dossiers à caractère social qui ont été la directive sur les salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. Sur ce, le RN a voté contre. La directive de 2019 sur les stages de qualité dans l'Union européenne, le RN a voté contre. La directive relative au comité d'entreprise européen, CCE, afin d'améliorer le dialogue social dans l'Union européenne, le RN a voté contre. Et d'autres propositions comme celle-ci pour une transition plus juste dans les domaines de l'écologie, de la justice sociale, des droits sociaux et de l'écologie. Il y a beaucoup de directives pour lesquelles le Rassemblement national a voté contre, et ça, ce suivi des votes a été effectué par la Confédération européenne des syndicats, donc, que je vous projette ici, et qui vient donc
raffermir un petit peu des positionnements et des changements dans la doctrine du parti, le qu'a déjà souligné Sylvain Crépon. Et là, c'est quelque chose qu'on voit hein, vraiment. Donc, encore une fois, ils font d'autres choses aussi au Parlement européen que seulement du suivi législatif, mais ils viennent renforcer aussi des coalitions et créer une coalition de droite, puisque le PPE regarde aussi parfois vers sa droite sur certains aspects, et notamment ici. Alors, quand même, pour le préciser, ce sont des directives, celles-ci, qui ont abouti, hein, donc c'est plutôt là voilà, le RN qui a voté contre des propositions sociales pour les droits sociaux, mais qui ont quand même abouti puisque d'autres coalitions se sont exprimées et ont été dominantes, et notamment PPE et SND. Merci beaucoup, Estelle. Alors, le RN a voté contre les salaires minimaux, contre l'égalité salariale entre hommes et femmes, contre la liste est vraiment longue, comme vous nous l'avez dit, et c'est très important parce que ça nous amène à la sociologie de ce parti. Et alors là, pour le coup, non pas à travers ses cadres et ses militants, mais à travers ses électeurs. Et donc, avec Nona, pour commencer, nous allons comprendre quelle est la base électorale qui s'étoffe, donc, qui s'élargit, mais qui peut-être n'est pas d'une cohérence toujours à toute épreuve. Merci Christophe et bonsoir. Je vais essayer de montrer que la dynamique électorale du Rassemblement national vient de ce qu'il a à la fois réussi à consolider ses bastions traditionnels et à aller chercher des voix bien au-delà. Alors les bastions traditionnels, c'est les classes populaires, les catégories les moins diplômées, les moins qualifiées, les moins armées face à la mondialisation. Pour prendre par exemple les ouvriers, on passe de 17% du vote des ouvriers en 1988 à 58% d'intention de vote pour les européennes, si l'on se fie au sondage Ipsos-Cevipof. Et chez les employés, qui est un milieu très proche de celui des ouvriers, avec souvent des liens de mariage, on passe de 14 à 43%. Quant aux petits commerçants artisans, qui étaient la fraction la plus populaire de l'électorat de droite, là, on est encore une fois très haut, à 31%. Donc, ça, c'est les bases traditionnelles, et derrière ça, il y a le niveau de diplôme. En fait, moins on a fait d'études, plus il y a de chances qu'on vote pour ce parti, même s'il y a des énarques et des universitaires très diplômés qui votent pour lui, les probabilités sont plus fortes pour ces élections européennes. La probabilité est multipliée par 3 selon qu'on a dépassé bac plus 5 ou qu'on n'a pas le bac. Donc ça, c'est ce qui ne change pas. Maintenant, ce qui change, et ça rejoint ce que disait Sylvain Crépon sur Marine Le Pen, qui dit qu'elle va défendre les femmes, les juifs, les homosexuels face à la menace islamiste, face à l'islamisme radical, eh bien, elle a en partie réussi son pari. Alors, d'abord, l'électorat juif déclaré, c'est peu de choses, c'est moins de 0,5% des voix, mais symboliquement, c'est une prise énorme pour un parti qui, depuis son origine et du temps de Jean-Marie Le Pen, a été continuellement stigmatisé pour ses attaques antisémites. Et du temps du père, c'était 3-4% des juifs déclarés qui votaient pour ce parti. Quand Marine Le Pen est candidate à partir de 2012, on est déjà à 13,5%. Donc là, il s'est passé quelque chose et elle peut dire, vous voyez, nous ne sommes pas antisémites. C'est un élément important de sa légitimité. La seconde catégorie, c'est les gays. Et il y a eu plein d'études, je pense à François Krauss ou à Sylvain Brouard avec les données du CEPOF, travaillant sur les couples homosexuels. Chez les homosexuels gays, à partir des régionales de 2015 en particulier, le vote pour Marine Le Pen est supérieur, et pour ce parti est supérieur à la moyenne nationale. Toujours sur le même thème, la menace de l'islam radical, l'homonationalisme. Mais le troisième groupe est peut-être le plus important parce qu'il pèse beaucoup plus lourd, c'est l'électorat féminin. Il représente 53% de l'électorat. À travers toute l'Europe, généralement, et en France, du temps de Jean-Marie Le Pen, les femmes avaient été plus réticentes à voter pour ces partis. Du temps de Jean-Marie Le Pen, il y a eu jusqu'à 7 points d'écart entre le soutien des électeurs et des électrices. Mais avec Marine Le Pen, tout va changer. D'abord parce que sa stratégie de normalisation a rendu son image moins violente, moins extrême, et on voit que l'électorat féminin, du fait de sa socialisation, est toujours moins tenté par les partis extrêmes et hors normes. Ensuite, le féminisme qui protégeait les jeunes électrices a suscité une contre-réaction, un backlash. La religion qui était aussi un rempart, il y a eu une polarisation autour de l'islam, on n'a plus la même protection. Donc, Marine Le Pen a réussi, elle a ciblé cet électorat féminin depuis 2012. À chaque élection présidentielle,
Il n'y a plus aucun impact du genre. Les femmes votent autant que les hommes, quel que soit l'âge, le diplôme, la pratique religieuse. Et ça, c'est véritablement un des atouts les plus importants de Marine Le Pen. En fait, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais il faut aussi se demander si une autre transformation, jusqu'en 2002, c'était dans les villes, dans les grandes villes et dans leurs banlieues, que le Front National, à l'époque, faisait ses meilleurs scores. À partir de là, il commence à percer dans les villes moyennes, puis les petites villes, puis le monde rural qui se sent oublié. Et là, on peut faire l'hypothèse, il n'est pas de sondage sous la main, c'est une toute petite population qu'il est en train de faire un tabac chez les agriculteurs. Donc, une belle dynamique électorale, si elle se confirme, et si ces catégories, à commencer par les catégories populaires, vont voter, parce que ce sont les mêmes catégories qui sont les plus tentées par l'abstention. Et je m'arrête là. Merci beaucoup Nona d'avoir, comme tu le dis, retracé cette dynamique électorale. Alors, pour conclure ce premier tour de table virtuelle, je me tourne vers Luc pour reposer la question d'une façon générique. De votre point de vue, les raisons de l'essor du RN qui le mettrait à 30% si les sondages étaient vérifiés. Comment l'expliquer? Comment, en plus, en quelque sorte, des variables déjà visitées, quels sont les facteurs que vous mobiliseriez? Oui, bonsoir à tous et merci pour cette invitation. Oui, en fait, pour répondre à cette question, je dirais, alors là, oui, j'ai un petit PowerPoint pour montrer un peu les Oui, évolutions à partir de joli. l'enquête Ipsos, Cevipof, etc. Et donc, on voit, bon, ce sont des enquêtes, mais il faut voir quand même qu'il y a quand même une vraie dynamique, une véritable Mm. pénétration du vote dans les catégories moyennes et même supérieures. Alors, je Oui, distingue les inactifs, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment femmes au foyer, personnes qui ne travaillent pas, étudiants, etc. Je distingue un peu parce que je préfère être plus précis sur les catégories socio-professionnelles. Enfin, je pense que ce PowerPoint pourra être diffusé ensuite, donc je ne vais pas non plus trop le commenter très longtemps. On voit bien la dynamique, elle est réelle. Mais alors, cette dynamique, comment l'expliquer? Alors moi, je dirais que à travers notamment les études qu'on peut mener sur les électorats, il y a deux éléments. Je pense qu'il y a d'une part les évolutions sociales et d'autre part l'alter ego du Rassemblement national, c'est-à-dire le macronisme. Il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Parce qu'en politique, tout est relatif et il y a des phénomènes, je dirais, d'action et de réaction. Alors en matière d'évolution sociale, je dirais que, à mon avis, hein, pour essayer d'être, disons, très très synthétique et peut-être même un peu rapide, en fait, le RN a été le parti qui a su capter, je dirais, globalement ce qu'exprimait le mouvement des Gilets jaunes, qui a Mm. été un mouvement fondateur dans son expression d'une très grande déception vis-à-vis du modèle républicain, de la mobilité sociale, très grand scepticisme à l'égard de la hiérarchie sociale, tout cela dans le cadre d'une forme d'anomie, c'est-à-dire de déliaison sociale qui caractérise l'électorat RN. Parce que l'électorat RN, alors c'est ça le grand paradoxe du RN, c'est que son électorat, c'est pas un électorat qui se considère comme essentiellement membre d'une communauté nationale ou d'une communauté linguistique ou autre, ou de valeur. Pour l'essentiel, il y a beaucoup pratiquement la moitié se considèrent comme des anomiques, c'est-à-dire en fait, ils ne se rattachent à rien. Donc en fait, vous avez tous ces phénomènes, je dirais, de décomposition sociale, d'anomie, de remise en cause même des diplômes, de leur valeur sur le marché du travail, qui vont vraiment envahir les catégories moyennes, une partie des catégories supérieures aussi. Et cela va, je dirais, énormément bénéficier au RN, qui va se positionner, bien sûr, on le sait, sur des questions d'immigration, de souverainisme aussi, mais sur d'autres terrains qui sont très, très, je dirais, très sensibles à ces catégories moyennes et à une partie des catégories supérieures, c'est-à-dire la non-reconnaissance du travail. Là, la question du travail, elle est vraiment centrale. Hein. On voit bien que, par exemple, au-delà même des catégories sociales, mais dans l'électorat de Marine Le Pen, vous avez à peu près 40% des gens qui estiment que leur travail est reconnu à sa juste valeur. Dans Mm. celui d'Emmanuel Macron, c'est 65-70%. Hein. Donc, on a vraiment des différences là, très importantes. Et vous avez la question, derrière tout ça, une question qui est celle de l'injustice sociale, mais une question qui n'est pas traitée dans les termes de la gauche, qui, elle, reste quand même très attachée, je dirais, une forme de lutte des classes ou de volonté égalitaire, mais beaucoup plus traitée dans les formes, enfin, plutôt sur le registre de l'équité. C'est-à-dire l'idée qu'effectivement, et ça rejoint
ce que disait Sylvain Crépon sur le différentialisme, c'est-à-dire l'idée d'une règle du jeu à géométrie variable qui ne serait pas la même pour tous, avec donc par conséquent l'idée parfois que même les Français constitueraient une communauté en tant que telle par rapport à d'autres communautés. Donc on sort un peu effectivement de cette, je veux dire, un peu des canons de la pensée populiste habituelle. On est plutôt dans la recherche d'une cohésion sociale nouvelle. Donc, si vous voulez, on a ces ressorts qui vont en quelque sorte exprimer, enfin, qui vont se traduire par la montée d'un phénomène général, c'est le libéralisme autoritaire, c'est-à-dire à la fois qui traverse tous les électorats, à la fois une recherche de l'autorité, mais aussi du libéralisme économique. Alors, je fais court, mais globalement, en fait, ce libéralisme autoritaire, il a deux expressions. C'est d'un côté le macronisme et de l'autre côté le Rassemblement national. Ça va s'exprimer donc de façon très différente, c'est-à-dire que le macronisme, finalement, c'est l'expression d'un libéralisme autoritaire qui se produit, se construit comme une adaptation à la mondialisation à travers des relations de pouvoir qui sont très managériales, c'est-à-dire très interpersonnelles. Alors, on peut en parler, mais enfin, disons, c'est pas le management au sens de la gestion courante quotidienne, c'est beaucoup plus, je veux dire, une forme d'arbitraire, de verticalité, de hiérarchie. Son électorat est d'ailleurs très attaché à la hiérarchie, à l'autorité et à la vision du leadership, hein. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez un électorat RN qui s'inscrit aussi dans ce libéralisme autoritaire, mais alors lui qui le traduit beaucoup plus en termes, alors effectivement, d'identité, hein, mais aussi, et ça, et là, c'est là où il y a vraiment la contradiction avec le macronisme, dans une nouvelle séparation entre les registres publics et privés. C'est-à-dire vraiment, alors que le macronisme, lui, est dans l'indifférenciation du public et du privé, dans les deux sens, hein, on privatise le public, enfin, je dirais, le fonctionnement de l'État, mais on a aussi une publicisation des comportements privés. En revanche, du côté du RN, vous allez avoir un électorat qui va s'accrocher à la fois dans la nostalgie je dirais, de l'ancienne politique, mais à l'idée qu'on peut séparer les registres de la sphère privée et de la sphère publique. Et on le voit très clairement en matière d'environnement, où il n'est pas question, effectivement, de remettre en cause les modes de vie. Alors ça, c'est très, à mon avis, c'est très, très symptomatique de cette différence. Donc, on a, en fait, à mon avis, et c'est pour ça que, dans le fond, macronisme et RN profitent d'une même dynamique à travers ce libéralisme autoritaire, parce que vous avez un électorat RN qui est assez... Alors là, il faut être aussi... Alors si je peux me permettre 2 minutes de plus, ou 1 minute de plus, il faut être assez clair sur la question du libéralisme économique. Alors là, effectivement, il y a une évolution très claire par rapport au Front National, qui lui était néolibéral. Mais le libéralisme, si vous voulez, il faut le décomposer en deux parties. Vous avez un libéralisme qui est un libéralisme de type budgétaire, hein, c'est celui un petit peu de Bruno Le Maire aujourd'hui, le libéralisme classique qui consiste à réduire les budgets, réduire les coûts sociaux, réduire l'État-providence. Et puis vous avez un libéralisme qu'on peut mesurer, hein, j'ai fait une note récente qu'on peut trouver si ça intéresse les auditeurs sur HAL. Vous avez un libéralisme entrepreneurial qui consiste plutôt à jouer sur l'autonomie, à la création d'entreprises et à la libération des entreprises. Or, l'électorat RN aujourd'hui, il est très peu libéral sur le plan budgétaire, contrairement à l'électorat macroniste, mais il est très fortement libéral sur le plan entrepreneurial et il n'est pas très très loin sur ce terrain-là de l'électorat macroniste. Donc alors c'est pour ça que ça rend les choses un petit peu compliquées quand on parle simplement de libéralisme économique en termes simples, c'est qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il y a effectivement une évolution, on n'est plus dans le petit commerçant néolibéral de Jean-Marie Le Pen, on est dans des classes moyennes, plutôt jeunes, qui aimeraient bien créer leur entreprise, mais qui veulent aussi des services publics. Et là, on a cette dynamique aussi de solidarité qui, quand même, permet au RN de se positionner un peu comme une espèce de nouvelle droite sociale, je dirais, voilà, un petit peu dans cette logique. Bon, je m'arrête là parce que je ne veux pas être trop long. Merci beaucoup, Luc, pour cette montée en généralité qui est très intéressante, surtout lorsque vous faites du RN la némésis du macronisme, en quelque sorte. Enfin, il y a une espèce de partie liée là qui est particulièrement stimulante et qui nous conduit au deuxième temps de notre réflexion. Les causes, on les a identifiées. Quelles conséquences? Alors, on change de registre. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus spéculatif, mais on ne peut pas ne pas essayer de se demander ce que va changer un score comme celui-ci, qui est quand même bien supérieur à tous ceux que le RN a enregistrés, sauf bien sûr au deuxième tour de la présidentielle dernière, pour le système politique français. Quelles conséquences sur justement le macronisme, sur
la droite, qu'on appelait classique, quel cordon sanitaire, entre guillemets, encore peut-on observer dans un contexte comme celui-ci, avec un tel déséquilibre. Et puis sur la scène européenne, dans un Parlement européen où le RN aura forcément à trouver un groupe, mais lequel justement, et pour quel type de politique, et non seulement politique bien sûr européenne, mais politique internationale, et là revenir sur les liens du RN avec la Russie ne serait pas sans intérêt pour faire le bilan aussi de ce qui s'est dit, de ce qui s'est voté, et puis de ce qui peut se passer. Et puis dernier élément, dernier item dans cette liste un peu fourre-tout, quelle relation entre les extrêmes droites? On a peu évoqué Zemmour encore. Bon, si sa liste fait 5%, c'est quand même notoire. Et peut-être que c'est la question que je poserais pour commencer à Sylvain, entre le RN et Éric Zemmour, quelle relation possible? Alors du point de vue justement des cultures aussi, hein, des traditions idéologiques que ces deux moments représentent. Mais bon, chacun d'entre vous va pouvoir réagir à ces propos un peu décousus. Et puis surtout, c'est le temps pour ceux qui veulent poser des questions, ils sont nombreux, j'espère, d'y réfléchir et de les envoyer dans la boîte réservée à cet effet, pardon, pour que nous ayons d'ici une vingtaine de minutes, eh bien, la demi-heure de questions-réponses que l'on réserve toujours dans ces séances, dans ces webinaires. Sylvain. Alors, sur la question de potentielle alliance entre Zemmour, Éric Zemmour et Marine Le Pen, alors moi, j'ai pas eu d'écho sur le terrain de potentielles alliances, mais moi j'ai l'impression que Éric Zemmour, c'est finalement, en tout cas de ce que j'en entends sur le terrain, c'est plutôt une bonne opportunité pour le Rassemblement national, parce Oui. que là, brusquement, ils ont quelqu'un à leur droite. Enfin, je veux dire, c'est vraiment quelque chose de quasiment inespéré. Et là, il y a des députés que j'ai interviewés là, ces derniers mois qui disent, mais l'extrémisme, c'est ça. L'extrême droite, c'est Zemmour. Et donc, nous ne sommes pas l'extrême droite. Et de toute façon, ils savent très bien que alors, pas dans la configuration des élections européennes, mais en tout cas pour une élection à 2 tours, ils sont quasiment persuadés que l'électorat d'Éric Zemmour votera de toute façon pour le Rassemblement national. Donc, c'est quelque chose qui, j'ai envie de dire, Zemmour, c'est un objet politique qui finalement appuie l'entreprise de dédiabolisation de Marine Le Pen. Donc, je pense que c'est plutôt quelque part une bonne opportunité. Et puis, c'est quelque part finalement ça permet de dire ils font dans une perspective complètement folle et extrémiste que nous, on peut faire de façon raisonnable. Ça, c'est ce que me disait un député. Donc voilà, je pense que stratégiquement, c'est quelque chose qui est plutôt bienvenu. Alors c'est sûr que dans une élection proportionnelle à un tour comme les élections européennes, ça peut prendre quelques voix, c'est sûr. Alors après, est-ce que ce sont les mêmes électorats? Là, il faut peut-être poser la question à Nona ou à Luc qui ont peut-être des éléments un peu plus précis là-dessus. Nona, Luc, sur ce sujet qui effectivement est à la fois sociologique et idéologique, mais on comprend l'intérêt qu'il y a à avoir quelqu'un sur sa droite lorsqu'on cherche à ne plus être d'extrême droite. Et lorsque la demande a été faite au Conseil d'État, la prochaine fois que le Conseil d'État répondra que oui, le RN est à l'extrême droite, il pourra dire non, il y a une extrême droite à ma droite et ce n'est pas moi. Et sur les électorats, est-ce qu'on a des indications qui permettent de Oui, différencier les deux partis? Non? oui, 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 il y en a plein. Zemmour et Le Pen. Oui. Oui, on a plein d'études là-dessus. En fait, on sait que l'électorat de Zemmour, il est plus âgé, il est plus masculin, il est plus sexiste, en un mot, il est plus aisé et il est plus diplômé. Et justement, Zemmour a réussi le tour de force de recréer ce qu'on appelle le Radical Right Gender Gap à travers l'Europe, cet écart, cette réticence des femmes. Autant Marine Le Pen a réussi à faire complètement disparaître la différence homme-femme, à lui, il l'a recréé grand max, surtout sur une base de sexisme qui est très nette. Donc oui, c'est pas le même électorat, même si sur le plan des idées, c'est un degré d'intensité, mais ce sont les mêmes, hein, souverainistes, nationalistes, anti-européennes, à peu de nuances près.
Oui, si je peux me permettre, oui, je pense qu'il y a effectivement cette différence très importante sur le plan sociologique. On a beaucoup plus de catégories supérieures et catholiques, Ouais. Et hein, et catholique, bien protestantes. sûr. Mais c'est surtout, moi je crois que aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est en fait Reconquête, c'était un peu le passeur entre la droite LR et l'extrême droite. C'est-à-dire que Mm. finalement c'est Zemmour qui est en train de tuer les Républicains plus que Marine Le Oui, Pen. Hein, parce que ça va permettre à pas mal d'électeurs de LR de voter d'abord au premier tour, par exemple, la présidentielle pour Zemmour. Au second tour, ils se rabattent sur Marine Le Pen à 80%. Donc en fait, c'est un petit peu ouais. l'entonnoir qui va permettre à la fois l'entonnoir et le siphon. C'est le siphon à républicain, et en même temps, c'est l'entonnoir qui va permettre effectivement de grossir le score de Marine Le Pen au second tour. Et ce qui fait qu'on a quand même pas mal maintenant. J'ai regardé, on a à peu près 25% de vote RN dans les catégories supérieures au second tour de 2022, ce qui est quand même pas mal. Enfin, 25, 27, ça dépend des enquêtes, mais enfin, c'est quand même beaucoup. Et donc, et c'est ça aussi, je pense, qui bloque beaucoup les républicains parce que c'est vraiment leur Ouais. sociologie. C'est-à-dire, disons, les bourgeois des quartiers quand même plutôt fortunés qui vont se dire non, non, effectivement, la vraie droite, elle est là et on va aller du côté de Zemmour. Puis après, bah oui, effectivement, on peut pas quand même revenir sur Macron ou sur les républicains qui sont en perte de vitesse. Et alors là, vous décrivez une dynamique qui, à terme, signe ou scelle le sort de LR. Est-ce Ouais. que ces élections seront peut-être un tournant vers une forme de marginalisation des Républicains, Luc? Ah ben moi, je pense qu'ils sont déjà marginalisés quand on a une Valérie Pécresse 7%. qui se retrouve à 4%, voilà. Bon, je pense que là, en plus, ils ont un problème de leadership interne, ce qui fait que effectivement, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un meneur de jeu et un futur. Parce que dans le fond, aussi le problème, c'est l'avenir du macronisme. C'est-à-dire que comme on a un macronisme qui s'est quand même droitisé, donc la question, c'est de Ouais. savoir par rapport au RN, est-ce qu'on peut trouver du côté de la droite un candidat, disons, de droite conservatrice qui aurait des ressources sociales et d'expertise suffisantes pour bloquer le vote RN tout en récupérant le vote LR et le vote disons, des catégories supérieures, enfin disons d'une grande partie de l'opinion, même des catégories populaires qui sont de droite. Donc c'est ça le problème, ils n'ont pas de leader. Alors ils sont là, on est vraiment dans une situation, à mon avis, hein, c'est mon analyse, hein, mais je pense qu'on est quand même dans une situation pour eux qui est quand même très 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 difficile. Et pour la Macronie, la situation Alors pour la peut-être Macronie, aussi. c'est pas mieux parce que effectivement le macronisme sans Emmanuel Macron, ça va être très très difficile à faire vivre parce que Emmanuel Macron a insufflé un style présidentiel qui est tout à fait original, une méthode de gouvernement qui est très originale. Bon, je ne rentre pas dans tous les éléments, mais on a par exemple un entourage dans son cabinet de l'Élysée qui est quand même très différent de ce qu'on a trouvé, même du temps de Nicolas Sarkozy, hein, beaucoup moins de hauts fonctionnaires, beaucoup plus de gens qui viennent, pardon, du privé qui retourne, etc. Donc, et un mode de fonctionnement qui est très très personnel, interpersonnel. Donc c'est un petit peu, je dirais, le prince éclairé du XVIIIe siècle. Bon, donc voilà, on est dans cette logique-là. Après, s'il n'est plus là, effectivement, ça va être compliqué parce que, étant donné en plus, alors il y a la question de la personnalité, mais il y a aussi la question des dynamiques politiques. C'est-à-dire, comme on est dans une logique de droite, globalement, la dynamique est à droite. Hein, on a à peu près 70% de l'électorat. Si on part de Macron jusqu'à Zemmour, on a 70% de l'électorat actuel. Donc, il va falloir, à mon avis, on va vers la décomposition électorale quand même du macronisme, hein, donc d'une manière Mm. ou d'une autre. Nona, sur cette dynamique qui pointe une véritable recomposition de la scène partisane française. On est avec ce point d'entrée qui est notre objet aujourd'hui, le RN à 30%, on est en fait en train d'aborder une question bien plus large, qui est à quoi va ressembler le système des partis français d'ici la présidentielle. Comment est-ce que on peut anticiper cette recomposition, ou est-ce que c'est une décomposition qui devra arriver à terme avant qu'il y ait recomposition? C'est à moi que tu poses la question? Parce que moi, Oui, j'en ai vraiment pas la moindre idée. C'est un peu difficile. D'abord, on ne sait même pas s'il va faire les 30%. Hein. Attendons un petit peu en voyant quel ouais. va être le taux de mobilisation ou de démobilisation. Pour l'instant, on est dans une fourchette de 42%, 43, 4% de participation. Donc, il Ouais. faut voir, les élections, elles se gagnent ou elles se perdent sur le taux différentiel de mobilisation.
Mais sinon, moi, je vois simplement que la dynamique du RN d'un côté, hein, parce que ça va accroître son processus de normalisation, ça va accroître sa crédibilité, ça va lui donner de la légitimité et ça va faire des 3 dernières années du septennat un enfer pour la majorité présidentielle. Donc ça, c'est absolument évident. D'un autre côté, la seule chose qui peut peut-être en sortir, mais je n'en sais rien, c'est qu'avec l'affaiblissement des insoumis et de Jean-Luc Mélenchon d'un côté, ça laisse peut-être une petite place pour une gauche modérée. Et on va voir si les 11-12% qui sont prédits pour Glucksmann, pour le candidat de la gauche socialiste et modérée, vont se confirmer. Ça serait une des choses qui pourrait arriver dans un paysage d'effondrement partisan complet. Exactement, oui. Oui, Estelle. Oui, peut-être petite question sur ce que ça fait dans la compétition là, pour ces élections européennes, pour cette campagne aussi, pour le fait qu'il c'est pas du tout la première fois qu'il y a plusieurs listes d'extrême droite en concurrence et qu'il y en a qui essayent aussi de se différencier en termes d'idéologie pour avoir des programmes relativement différents. Après, ce que ça peut produire, alors Reconquête a déjà affiché potentiellement, et là aussi à prendre avec des petites pincettes, les alliances qu'il pourrait créer avec les conservateurs à l'échelon européen. Donc ça, il s'est déjà projeté un petit peu dans l'institution, sachant que au moins un des atouts qu'il a, c'est d'avoir dans ses rangs des anciens RN qui ont déjà exercé dans les institutions européennes. Et on sait bien ce qui fait qu'un parti arrive après à s'en sortir dans l'institution européenne, c'est d'y avoir à passer un peu de temps, pour aussi être un petit peu accommodé, connaître les procédures, etc. Donc au moins Nicolas Bay, potentiellement avec des équipes, on ne sait pas encore qui il va recruter évidemment, on ne sait déjà pas s'il va être élu, mais potentiellement il pourra après ensuite, et ça fait des forces d'attraction aussi. Après, alors vraiment, encore une fois, hein, ils n'auront pas forcément des élus, mais après, ça crée des forces d'attraction à droite et à l'extrême droite dans des petites franges, c'est-à-dire que j'avais pu observer des petits recrutements entre extrême droite, alors très très peu depuis le PPE jusqu'à l'extrême droite, parce qu'il fallait avoir rien à perdre en termes de carrière pour se projeter dans un groupe qui potentiellement n'allait pas être conduit indéfiniment, mais l'arrivée d'un petit pôle d'élus Reconquête potentiellement, encore une fois, pourrait faire que certains assistants FN ou RN ils trouvent ça attractif pour à l'échelon européen. Et encore une fois, on ne sait pas vraiment comment sont reconstruits après autour de ça les alliances au Parlement non plus. Ouais. Certainement, mais alors ce qui est intéressant, ce qu'on aimerait vous poser comme question, Estelle, c'est étant donné ce que le RN a voté, non pas seulement du point de vue social, économique, mais aussi du point de vue des relations internationales au Parlement européen, parce que ça va conditionner aussi les possibilités d'alliance. Son tropisme pro-russe lui ferme quelques portes. Si vous pouvez nous en parler, nous dire quel a été en quelque sorte son bilan de ce point de vue-là et ce que ça contraint, enfin en quoi ça le contraint pour trouver des partenaires. Oui, tout à fait. Alors, la constitution des groupes et des alliances, c'est intéressant puisque ça fait depuis longtemps, et c'était déjà le cas, hein, la 8e législature, c'est toujours le cas, celle qui se termine actuellement. La spécificité des groupes d'extrême droite, c'est qu'ils affichent une sorte d'indépendance. Enfin, eux, ils se disent, on est des groupes de nationalistes, on assume que jusqu'à un certain point, on n'est pas de programme commun, et donc que les délégations nationales dans le groupe, elles votent relativement différent. Alors, ça crée aussi beaucoup de tensions en interne. Très clairement, on a vu, hein, souvent les groupes qui se terminent au Parlement européen, ou en tout cas qui ne sont pas reconduits, les alliances qui ne sont pas reconduites, c'est beaucoup plus du fait de ces inimitiés qui sont créées et de ces alliances qui ne fonctionnent pas. Et ça, vraiment, hein, moi, les conseillers politiques m'en ont parlé longuement. Hein, quand elles essayaient de créer des positions communes, c'était compliqué, en fait. Donc, c'est basé comme ça, en tout cas, c'est présenté comme ça aussi pour montrer qu'un nationaliste allié reste un nationaliste avant tout, mais finalement ça ne fonctionne pas. Et la plupart des groupes qui ont implosé,
de nationalistes ou d'extrême droite, ça a été pour ces raisons aussi d'inimité, d'incompatibilité de programme. Et puis votre deuxième question est sur la Russie. Donc, est-ce que ce serait ça alors, je suis pas sûre que c'est ça qui fonderait qu'un groupe, voilà, ce qui serait des bases solides pour la fondation d'un groupe, mais en tout cas, ça a été, évidemment, hein, c'est un sujet qui a été important sur cette mandature-ci, et on a pu observer, c'est ce qu'observait aussi le rapport, le bilan qui a été produit du GIS Europe, là, récemment, que la question des affaires étrangères, elle a pris une place importante au cours de cette mandature, et notamment autour de la Russie, et de comment est-ce que quel soutien y accorder, et avec d'autres questions aussi internationales. Et ça, c'était un petit peu nouveau, une petite spécificité peut-être de cette mandature. Alors, je pense qu'il faut sortir du Parlement européen pour savoir quel est le rapport du RN en particulier avec la Russie, puisque ça ne se voit pas trop dans les votes, ou en tout cas, moi, j'ai trouvé ça difficile à analyser. Mais ce qui se voit un peu plus, c'est peut-être dans le rapport qui a été produit au nom de la commission d'enquête relative aux ingérences politiques, qui a été faite à l'Assemblée nationale. Alors, en plus, sa spécificité aussi, c'est que c'était une demande, c'était l'initiative du Rassemblement national. C'était un député Rassemblement national, Jean-Philippe Tanguy, qui la présidait. Et les conclusions de ce rapport parlementaire sur les ingérences, alors il y a toute une partie sur voilà, comment on définit une ingérence, et les risques au cours des auditions, les risques les plus sévères d'ingérence étrangère, c'est de la part de la Russie et de la part de la Chine. Et les conclusions de ce rapport, que la rapporteure était Constance Le Grip, étaient tout de même que si risque il y a, et il y a des risques potentiels d'ingérence, c'est du Rassemblement national et de la part de la Russie. Donc ça, c'est voilà, du fait de ces longues auditions, elles ne sont pas toutes publiques, mais il y a beaucoup de chercheurs, de directeurs d'agences anticorruption, de différents représentants de différentes administrations françaises, ministère des Armées, etc., qui ont rendu leur rapport. Et c'est le rapport voilà, qui souligne ça, de s'il y a une ingérence étrangère en France pendant les élections particulièrement, ça serait plutôt de ce biais-là. Et peut-être dernier point, enfin très rapidement, il y a tout de même aussi très récemment une enquête publiée par une journaliste, Catherine Belton, du Washington Post, je vais le redire pour être sûr que ça soit clair, l'a publié en janvier 2024. Et elle s'appuie sur des documents, une documentation issue du Kremlin qu'elle a obtenue par des services de sécurité européens. Et ce qu'elle montre, c'est que le Front National, et même à partir du moment où il change son discours officiel dans les médias, c'est-à-dire Jordan Bardella, Marine Le Pen, depuis quelques temps, en fait, ils ont changé. Ils disent qu'ils reconnaissent que la Russie a été agresseuse voilà, contre l'Ukraine, mais là, ces documents du Kremlin et cette enquête journalistique, elle montre que finalement, le Rassemblement national reprend les éléments de langage de Moscou, au moins sur 2 points. Le premier étant voilà, que pour discréditer l'intervention européenne sur les sanctions européennes sur la Russie. Et puis le deuxième point, c'est pour reprendre aussi une thématique assez chère à l'extrême droite et qui est du coup appuyée par la Russie, que la France devrait s'affirmer seule comme puissance et établir des liens avec la Russie seule, et donc sans des alliés européens. Voilà les 2 points qu'on retrouve dans le discours du Rassemblement national. Et selon cette enquête, encore une fois, de cette journaliste Catherine Belton, du Washington Post. Ce qui renvoie d'ailleurs au livre de Marine Le Pen du début des années 2010, où Poutine est présenté comme un défenseur de la chrétienté, partageant les cultures qu'il faut défendre face à l'américanisation du monde, à la globalisation. Et c'était au moment où son parti recevait aussi un prêt de 9 millions d'euros d'origine russe. Donc on a à la fois les affinités idéologiques qui ne se demandent pas entièrement, et puis une dépendance quand même qui a existé financièrement. Et cela quand même, dans un Parlement européen où la question russe va devenir tellement importante, risque de ne pas lui permettre de faire alliance avec nombre de partis de même type. On peut penser que ID va avoir à se renouveler. Et qu'il y a par contre, oui, des partenaires potentiels qui vont se dérober. Du point de vue des national-populistes européens, le RN est à l'extrême droite pour le coup. Là, il n'y a pas de doute. Et certains ne sont pas prêts de frayer avec lui facilement. C'est un peu
l'ironie, c'est d'être premier en France, mais pas nécessairement si populaire ailleurs en Europe. 18 heures, c'est le moment où nous ouvrons la discussion avec tous ceux qui nous suivent et qui ont déjà beaucoup appris de ce que vous nous avez dit tous les quatre. Qui, parmi nos collègues qui sont en ligne, souhaitent poser la première question, faire le premier commentaire? Vous êtes les bienvenus. On peut même vous donner la parole. C'est plus simple et plus facile. Dans bien des cas, il suffit que vous leviez la main. Pendant ce temps-là, j'aimerais bien pouvoir montrer quand même les chiffres que Nona nous avait fait parvenir. Je ne sais pas si on peut partager l'écran avec ces graphiques qui étaient très intéressants et qui montraient notamment la divergence des intentions de vote entre d'un côté le parti de Macron et de l'autre le parti de Marine Le Pen. Voilà, c'est la courbe. Voilà, si on peut passer aux courbes, aux graphiques et aux courbes. Donc le graphique, il est très parlant en effet, puisqu'on voit tout de même une tendance, quel que soit le type d'élection, à la hausse. Bien sûr, le 41,4 du deuxième tour de 2022, mais ensuite, qu'on parle des législatives 2022 à nouveau, ou des régionales, même si en 2021, il y avait eu une rechute, ou des européennes, et là, on était à 23,3 en 2019, on va donc peut-être franchir le cap des 30%, ce sera le deuxième score le plus important jamais atteint par le RN, et les départementales qui sont les cantonales, j'imagine. Non, oui, c'est les départementales cantonales. C'est la départementale. Il y avait un C puis il y avait un D qui étaient C'est les deux. voilà, les deux à la fois combinés. Le graphique qui suit est tout aussi parlant. Il nous montre ce que l'on a vu avec Estelle, la répartition des députés dans différents groupes. Et donc, le RN, au sein de ID, qui est, avec 64 sièges, un groupe encore assez limité. Et on verra lequel des deux, entre CRE, les réformateurs européens, où Identité et démocratie arrivent en tête, mais ces deux groupes ne sont pas appelés à facilement s'entendre, ne serait-ce que parce que entre Mélanie et Marine Le Pen, ça n'est pas vraiment une relation des plus faciles. Et le dernier graphique, rapidement, montre cette fameuse divergence. Vous n'avez pas les sous-titres, mais vous les devinez. Tout en haut, c'est le RN. Et il continue, bon an, mal an, à progresser enquête d'opinion après enquête d'opinion, tandis que juste en dessous, mais bien en dessous, se trouve le parti du président qui s'érode, au point peut-être d'être rattrapé par le troisième dont parlait Nona, qui reste néanmoins loin derrière. Voilà, ça ce sont les grandes tendances qui nous paraissaient importantes de vous montrer. Alors, Christine Barra nous pose une question courte. Quid du vote des jeunes? La maîtrise des réseaux sociaux par le RN sont deux questions différentes d'ailleurs, parce que les réseaux sociaux, ça n'est pas que les jeunes, c'est certainement d'abord les jeunes, mais ce n'est pas que les jeunes. Donc il y a deux questions intéressantes qui sont l'une de sociologie politique et l'autre de technologie politique. Nona. Oui, ça je veux bien répondre parce que ce qui est intéressant dans le dernier sondage Ipsos, on voit que pendant ces dernières années, il y avait un survote des jeunes et en particulier dans la tranche des 24-35 ans. Là, il y a une forme d'homogénéisation des votes et pour la première fois, le Rassemblement national conquiert la tranche des 60-70 ans. Avant, à partir de 60 ans, il y avait une chute. Et là, c'est à partir de 70 ans qu'a lieu la chute. Et il y a un survote, non pas chez les plus jeunes, mais dans la tranche des plus de 35 ans, juste au-dessus. Donc, c'est un peu différent de ce qu'il y avait avant. Donc, et en plus, un vote jeune, ça n'existe pas. Ça, il faut croiser avec les autres caractéristiques. Et donc, c'est les jeunes moins diplômés qui votent pour ce parti. Et au niveau des jeunes femmes, on est en train de se rendre compte à travers l'Europe, mais aux États-Unis et dans le monde, qu'il y a une montée du vote pour l'extrême gauche et pour la gauche. Il y a plein de travaux qui montrent que quelque chose est en train de se passer. Donc, on ne peut pas mettre dans le même sac les jeunes hommes et les jeunes femmes.
les femmes sont en train de se gauchiser. C'est intéressant. Et sur les réseaux sociaux, alors, qui peut... oui, Ouais, ça c'est Sylvain. Oui, juste sur les réseaux sociaux, ce qui est intéressant avec le Rassemblement national et avant lui le Front national, c'est que par exemple le Front national, ça a été le premier parti politique à investir Internet, Ouais. à se doter d'un site Internet. Et il a vu là toute la potentialité qu'il pouvait tirer d'Internet et des réseaux sociaux, parce que c'est un parti qui s'est toujours considéré comme étant mal aimé des médias, comme étant marginalisé finalement, où il n'arrivait pas à imprimer son discours dans les médias traditionnels, qui le classent toujours d'extrême droite. Et donc, très vite, il a investi Internet, il a investi les réseaux sociaux, souvent parmi les premiers, et ce qui lui a permis finalement de toucher sans doute des personnes qu'il ne touchait pas jusque-là. Et c'est vrai qu'on a des gens au sein du Rassemblement national, du Front national, qui sont très friands de ça, très friands de réseaux sociaux, et ils ont appelé ça l'entreprise de réinformation, c'est-à-dire que via ces réseaux sociaux, le Front national entend réinformer, c'est-à-dire constituer son information alternative, sa propre vérité, et qui lui permet finalement de concurrencer les médias traditionnels dans tout un tas de domaines. Au-delà des médias sociaux, des réseaux sociaux, pardon, comment interprète-t-on l'impact, enfin, si on peut le mesurer, de chaînes comme CNews qui sont devenues les Fox News françaises? Est-ce qu'on peut voir dans quelle mesure cette information-là accompagne un mouvement de type, oui, idéologique, même plus politique au sens large du terme? Est-ce qu'on a des éléments d'analyse sur un sujet comme celui-ci qui est majeur quand même? Parce qu'on a bien vu que partout dans les pays, enfin, que c'est à chaque fois dans les pays où il y avait une information de ce type que le national-populisme progressait plus fortement. Alors moi, j'ai pas d'éléments qui me permettraient d'établir des correspondances entre le vote Rassemblement national et l'existence de médias comme CNews, maintenant Europe 1, enfin toute la galaxie Bolloré. Mais je sais que sur le terrain, c'est quelque chose qui est bien évidemment plébiscité par les élus, par les militants, c'est-à-dire qu'ils y voient un peu un effet de la normalisation, c'est-à-dire que, alors ils vont pas jusqu'à dire nous avons nos médias, mais nous avons maintenant des médias qui partagent nos idées, parce que pour le Rassemblement national et avant lui le Front national, les médias n'étaient jamais neutres, c'est-à-dire qu'ils étaient globalement anti-Front national. Et maintenant, il y a des médias qui, sensiblement, selon eux, partageraient en tout cas certaines de leurs idées. Et Ouais. donc, c'est formulé comme une petite victoire. Lorsqu'il l'évoque, il y a quelque chose, une petite jubilation et une petite victoire à pouvoir se prévaloir de médias qui sensiblement partageraient leurs idées. D'ailleurs, l'anecdote est assez parlante. Lorsque Jordan Bardella avait été mis en cause au mois de novembre parce qu'il avait dit la veille du défilé pour soutenir les Juifs de France. Il avait dit que Jean-Marie Le Pen, selon lui, n'était pas antisémite, ce qui avait fait une sorte de provoquer un tollé. Bon, il avait été invité tout de suite sur C8 pour pouvoir s'expliquer sur sa position et faire amende honorable et dire qu'effectivement, il avait dit une connerie. Et pour beaucoup, ça n'était possible que dans ce type d'émission. Ouais. Là, il y a une véritable convergence, et même oui, une collaboration, on pourrait dire. Alors, les questions arrivent maintenant en grand nombre. Celle de Mathieu Bloch est elle aussi courte, mais véritablement très intéressante. Pensez-vous qu'il y ait une corrélation entre dépendance à la mobilité carbonée et vote RN? Ce qui renvoie en partie d'ailleurs à la question des Gilets jaunes. Est-ce que je vois Sylvain opiner, Sylvain ou Nona ou Luc, si vous avez quelque chose à apporter? Bon, si je peux me permettre, moi je pense qu'effectivement, il y a certainement une corrélation parce qu'en fait, c'est quand même dans les territoires ruraux les plus excentrés, on a le plus besoin de justement de transport carboné, on a une augmentation très sensible du vote RN. Donc ça, oui,
On peut dire mathématiquement, oui, hein, globalement, oui, avec évidemment toutes ces réactions contre, on le voit dans les enquêtes, la remise en cause de la voiture individuelle, la remise en cause, je dirais d'une manière générale, la politique écologique qui remet en cause les modes de vie qui sont contraints. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu le discours de la contrainte qui était celui des Gilets jaunes en disant, mais nous, on ne peut pas faire autrement. Hein. Donc, vous nous parlez d'autonomie, mais nous, on n'a pas les moyens d'autonomie. Alors, en fait, c'est une espèce de, je dirais, de discours social, je dirais, pour classe supérieure, pour Bobo, mais nous, vous savez, on ne peut pas se permettre d'avoir simplement un vélo parce qu'on n'a déjà plus de service public. Donc, on est dans toute cette galaxie je dirais, de critiques contre, effectivement, la disparition des services. Et je pense, oui, je pense que la réponse peut être que positive. Juste pour prolonger ce que dit Luc, moi j'avais été au mois de janvier à côté de Sens, dans le nord de Lyon, écouter les vœux de Julien Audoul. Donc dans une grande salle, il y avait vraiment beaucoup de monde. Hein. Il avait vraiment fait dans une très grande salle, il a vraiment fait salle comble. Et là-dessus, son discours était finalement assez éclairant. Hein. C'est-à-dire qu'il s'adressait vraiment à la France des délaissés, à la France des laissés pour compte. C'était véritablement son discours, délaissé par les transports en commun, délaissé par la SNCF qui réduit de plus en plus ses trains, délaissé en termes d'accès aux services publics, comme Luc l'a dit. Et ça, c'est vraiment des choses, on le sent dans l'assistance, c'est des choses qui portent véritablement auprès de cet électorat. Et là-dessus, l'objectif de Julien Audoul, alors évidemment, il n'y parviendra pas tout seul, c'est un travail collectif, mais il le montre comme un travail personnel. Il dit, le terme de mon mandat, il est extrêmement modeste, je veux faire construire un lycée à Sens, un deuxième lycée. Il n'y a qu'un lycée, je veux, voilà, si j'arrive à faire ça au terme de mon mandat, même si je ne suis pas réélu, eh bien, j'aurai finalement abouti quelque chose. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement modeste, mais qui parle véritablement pour cet électorat qui se sent délaissé. Et la suite du discours, elle est assez simple, c'est de dire finalement toutes les aides sociales vont pour les quartiers populaires des banlieues, ce qui est plein de sous-entendus, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de personnes d'origine immigrée qui reçoivent toutes les aides, qui bénéficient finalement de transports en commun, qui ne cessent de se développer dans l'Île-de-France. Hein. Mais nous, dès qu'on est au-delà d'une certaine limite, on n'a plus rien. Et ça, véritablement, à mon avis, c'est un discours qui porte. Oui, et il y a du coup une géographie qui sous-tend un discours de la préférence nationale. Oui, je pense indirectement, parce qu'il n'a pas fait tout son discours sur la préférence nationale, mais avec beaucoup de sous-entendus, on réactive toujours cette problématique identitaire qui est évidemment omniprésente dans le discours du Rassemblement national. Sur toutes les thématiques, on y revient immanquablement. Voilà, c'est pour ça que le FN et le RN ont quand même une continuité. Bien sûr. Oui, si je peux me permettre, parce que là, du coup, alors bien sûr, hein, le Rassemblement national, c'est pas le seul qui tient pas ses promesses électorales. Et là typiquement, ce que vous décrivez, Sylvain, c'est ce qu'il raconte devant les électeurs et ce qui touche certaines franges de l'électorat, en effet. Après, quand on regarde encore une fois là, les votes au Parlement européen, ce que fait le parti une fois qu'il est élu dans une institution qui a quand même des compétences en matière environnementale, on voit assez nettement. Alors en plus, c'était un des éléments assez phares de cette mandature-ci que de s'intéresser. Il y avait le pacte vert pour l'ambition de réduction des gaz à effet de serre, par exemple. Et à partir du moment en fait, où il y a eu des protestations aussi du monde agricole contre pour réduire les pesticides. Là, on a vu que la droite, et y compris du coup l'extrême droite, se sont aussi alignés sur des positions en fait anti-écolo, et que donc voilà, enfin sur les votes frontistes au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, peut-être que je les ai moins regardés de très près, et je pense qu'ils sont peut-être un peu plus disparates aussi. Mais en tout cas, à l'échelon européen, enfin, ce verdissement du discours, il n'est pas appliqué dans les décisions qui sont prises, dans les stratégies ensuite politiques, et qui sont des stratégies qu'il faut analyser avec plein d'indicateurs également, puisque par moment aussi en interne au Parlement européen, le Rassemblement national a intérêt aussi à se positionner en opposant, et comme peut-être qu'il y a un consensus
une coalition un peu alternative qui s'était formée sur cette mandature avec PPE et plutôt le SND qui était un peu maintenu. Ça a produit ça, c'est que l'extrême droite a été opposante plutôt du. Oui, non. Il y a quelque chose de très joli dans ce débat sur la mobilité carbonée. Il y a un article de Sandra Favier dans Le Monde d'aujourd'hui que j'avais vu ce matin dans les matinales. La France moche des zones commerciales, un modèle obsolète pour le gouvernement, pas pour leurs usagers. C'est exactement ce genre de choses qui fait bondir et qui favorise, tel que c'est dit, parce que sur le fond, c'est très légitime, mais l'idée que ces gens-là qui vont prendre dans ces centres commerciaux, même s'ils sont moches, des produits bon marché en utilisant leur automobile parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, c'est ce mépris pour eux qui est vécu et qui est un des moteurs de ce ressentiment qui va vers le Front National. C'est un très beau papier. Oui, et ce ressentiment, c'est celui qui était déjà derrière le vote Brexit en Grande-Bretagne, derrière le vote Trump entre les deux côtes, parce qu'effectivement, c'est des territoires, pas seulement des classes qui se sont abandonnées, mais des territoires qui se sont abandonnés, effectivement. Alors, Mais les questions qui... Pardon, Luc. non, je voulais simplement rajouter peut-être un élément, mais tout à fait dans la suite des collègues, mais simplement, je trouve qu'il y a quand même effectivement le RN trouve aussi sa dynamique dans cette politique de l'antipolitique, c'est-à-dire l'efficacité au quotidien, c'est-à-dire le rejet de la politique. En fait, les électeurs RN sont très peu intéressés par la politique institutionnelle, hein, ça les intéresse pas beaucoup, c'est moins de la moitié, enfin bon. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout le cas des électeurs de l'AfD en Allemagne, du PIS en Pologne ou de Fratelli d'Italia en Italie. Hein. Ça, c'est beaucoup plus haut, c'est 80%. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, on retrouve dans les débats au niveau local cette idée d'efficacité pragmatique, anti-idéologique. Et là aussi, on retrouve le macronisme inversé, c'est-à-dire on n'est ni de droite ni de gauche, on se veut efficace. C'est-à-dire qu'on retrouve la même logique, le même discours de l'efficacité pragmatique des deux côtés, avec en fait refondé de deux côtés la politique sur l'antipolitique. Hein, bon, alors moi je trouve ça quand même assez significatif, et c'est vrai que ça marche parce que vous avez une demande effective, réelle, pour justement, je dirais, un État qui fonctionne, et on voit les critiques contre la justice, etc. Contre la police, pas tellement, mais surtout contre la justice. Et la justice est surtout discréditée du côté de la droite et de l'extrême droite. Hein, ça, c'est très, très clair. Avec toute cette remise en cause d'une action publique qui ne fonctionne plus. Quoi. Je pense que là, il y a quand même quelque chose qui se joue. Mais il y a quand même de l'idéologie derrière, car il faut un État qui fonctionne, mais un État qui fonctionne pour les Français de souche, comme on dirait. Voilà, pas pour Et les donc, immigrés. C'est-à-dire, oui, parce qu'en fait, l'efficacité n'est pas rapportée au même registre. et oui. C'est-à-dire que, voilà, et ça, c'est un des grands, ça, c'est aussi un des grands thèmes. C'est-à-dire que dans le fond, ça fonctionnerait mieux parce qu'on aurait moins de coûts si c'était réduit aux nationaux et si c'était, on fermait davantage. Voilà. Bon, c'est effectivement. Mais quand même, le substrat, le moteur, c'est ça. C'est, voilà, on joue là-dessus. Donc, c'est moins de politique, mais avec un arrière-plan très politique. C'est effectivement cette combinaison. Alors, les questions qui viennent sont toujours liées à la question environnementale. C'est tout à fait intéressant de voir que, effectivement, la question du RN se retrouve sous un angle pas forcément attendu. Et Magali Prodhomme demande, les jeunes du RN influencent-ils les responsables du parti à se saisir, ou invite-t-il les responsables du parti à se saisir de la question écologique? Et la question de Kenza Mezza qui suit est dans la même veine. Vous avez fait référence à la pénétration électorale du RN sur certaines franges de la population, comme les femmes, les juifs, les homosexuels, au vu du verdissement, entre guillemets, du parti, notamment lors du dernier grand débat des valeurs où Hugo Clément était convié. Peut-on dire que les écologistes figurent désormais parmi cet électorat récupéré? Il y a deux questions. Il y en a une qui est pour Sylvain plutôt, qui est sur le parti. Moi, je veux bien répondre sur l'électorat. Ben, vas-y. Alors, Tu commences commences, oui, peut-être par le parti, tu commences. Oui, d'accord. Alors, Puis effectivement, Luc il et y a un Estelle ont aussi des choses à dire, je pense. Vas-y. il y a un discours écologiste au Rassemblement national et avant ça au Front national, parce que le discours, ça consiste à dire on ne peut pas ne pas en parler, c'est pas possible. C'est un tel enjeu aujourd'hui qu'on est obligé de montrer
qu'on partage ce souci écologiste. Alors, est-ce qu'il y a une fracture générationnelle au sein du parti là-dessus? J'avoue que je n'ai pas d'éléments qui me Pas d'éléments. permettraient de répondre, de savoir si, en termes de militants ou de direction, c'est vraiment les jeunes qui appuient le discours à ce niveau-là. Mais en termes des mesures dans le programme, c'est pas quelque chose qui est énorme. Alors, et alors ça, c'est quand même quelque chose qui est assez ancien au sein du Front National, enfin Rassemblement National et avant lui Front National. C'est vraiment un discours, alors là, qui est hérité des discours de la Nouvelle Droite. C'est Voilà. finalement la conjonction entre, ou l'adéquation, on pourrait dire, entre l'identité culturelle et le territoire. Voilà. Et que si on fait conjuguer les deux, eh bien, de façon tout à fait naturelle, on va revenir à des logiques écologiques avec la mise en place de circuits courts, par exemple, hein, ça je l'entends. Donc, promouvoir l'agriculture française Voilà. d'abord pour les Français, donc s'opposer aux importations. C'est un discours assez simple, hein, finalement. Bon, je ne suis pas économiste, je ne peux pas véritablement juger de sa portée effective, mais c'est quelque chose qui parle au niveau idéologique, et c'est un discours qui parle également lorsqu'il est tenu dans certains territoires. Discours de bon sens, finalement. C'est quelque chose qui est assez saisissant là-dessus. Un territoire au sens de terroir, littéralement. Voilà, Exactement, exactement. exactement, c'est tout à fait Ouais. ça, oui. Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter, c'est effectivement ça, c'est plutôt anti-écolo, c'est-à-dire anti-vert, avec anti-éolienne, anti toutes ces normes, anti toutes ces tracasseries, etc. Ensuite, quand on regarde les motivations de vote ou les choses qui leur paraissent les plus importantes, l'environnement, tout ça arrive très très loin derrière. Les préoccupations, c'est un, le pouvoir d'achat, ensuite l'immigration, où il y a entre 30 à 40 points d'écart à la moyenne, ensuite la sécurité, et l'immigration vient loin derrière. Et si, quand ils défendent une écologie, c'est une écologie de droite. C'est une écologie vue au filtre de la préférence nationale et du nationalisme. Ouais. C'est ce qu'on Alors, appelle, enfin, c'est ce qu'ils appellent l'écologie enracinée, finalement. Voilà, dans les Et terroirs. comment dire, les écologistes sont décrits comme étant des urbains. Mm. Ouais, Donc des gens qui sont déconnectés des problématiques, des véritables, entre guillemets, problématiques rurales, Et ouais, cosmopolite. Mm. ouais. en plus. Luc, Estelle ou bah, Estelle? Estelle, hein, En Estelle. plus, c'est pour vraiment poser une question en plus plutôt à l'Assemblée. Je me demande s'il n'y a pas un enjeu aussi à plutôt appeler ça de l'agrarisme en fait plutôt que de l'écologie, puisque peut-être qu'il y aurait moins de Ouais. confusion à se dire que c'est des idées de gauche qui auraient circulé vers l'extrême droite, alors qu'elles ont quand même un ancrage Ouais. théorique Ancien, Mm, ouais. mm. très ancien. Et qui est très spécifique en plus, parce que comme vous le disiez, ça reprend pas des idées d'égalité sociale, ça reprend pas des idées de justice sociale, ça reprend Ah. plutôt voilà, une idée de nature et lien à la nature et un lien essentialisé avec ça. Il y a un très beau livre de Stéphane François là-dessus, où il refait toute Oui, cette historique. C'est une longue histoire. il y a un très beau livre aussi de Balsan Lubarda sur cette question-ci, far-right ecologism, et c'est Ah, sur la question voilà, de l'écologie et de la manière euh, Viktor Orban s'en est saisi en Pologne ah oui. en Hongrie, Hongrie, oui. pardon, et en Pologne. Hongrie. Et Sur très ce terrain, concrète. Oui, vas-y. sur ce terrain-là, il y a quand même, alors, il y a deux choses. Il y a eu quand même, c'était intéressant de noter le discours de Marine Le Pen à l'ouverture de la campagne pour les européennes à Marseille, où elle a Oui. parlé du rapport à la nature et elle a parlé d'un humanisme. Donc, en fait, un peu un entre-deux, c'est-à-dire on tient compte des problèmes environnementaux, mais il faut quand même que l'homme garde la maîtrise de la nature. Donc, on est quand même dans une relation, voilà, un petit peu médiane en quelque sorte. Mais alors, moi, ce qui me trouble beaucoup, enfin, ce qui me trouble, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même une énorme contradiction. C'est-à-dire que quand on regarde les positions des électeurs RN, on voit qu'on va avoir beaucoup très très généralement des positions, je dirais, qui vont critiquer la science ou qui se heurtent à la philosophie, disons, positiviste de la République, hein. Globalement, on l'a vu pour le Covid-19, pour les vaccinations, on Oui. trouve beaucoup de ces électeurs qui n'y croient pas, qui sont méfiants, qui développent des thèses de soupçon, etc. Donc, une espèce de remise en cause de la science et de la technologie. Bon. Et de l'autre côté, vous avez un parti
qui vous dit, ah ben oui, mais de toute façon, la technologie va nous permettre de sortir de la crise écologique. Donc, technologisme d'un côté, alors que l'électorat, lui, il n'est pas du tout sur le terrain technologique, au contraire, même, hein, il est très, très, très sceptique et très critique. Donc là, il y a quelque chose. Alors maintenant, cela étant, il y a aussi peut-être aussi un autre problème, c'est que les électeurs ne s'intéressent peut-être pas tellement à ce que dit le parti. Simplement. Oui. C'est Oui, possible. c'est possible. Deux dernières questions, je pense, qui nous ramènent pour la première à l'Europe. Que peut-on dire de l'évolution idéologique du RN sur l'Europe? Je pense à cette europhilie anticommuniste avant les années 90, à cette Europe des nations que l'on n'entend plus récemment, et des liens que pouvait entretenir une certaine droite à l'époque, comme celle de Pasqua. Et on va prendre cette question d'abord parce qu'évidemment, elle est très importante. Quel serait le projet européen Ouais. d'un RN ayant voix au chapitre et pouvant orienter la politique non seulement au sein de l'Union européenne, mais en France elle-même? Estelle, est-ce que vous voulez nous éclairer sur ce qu'ils ont dit, Oui, par exemple, oui. de l'élargissement de l'Europe des nations dans la dernière mandature? Oui, oui, tout à fait. Alors, ça recouvre beaucoup de questions parce que quel est le rapport à l'Europe? Alors, quel est le rapport à l'institution européenne, à des nouvelles adhésions à l'Europe? En fait, il y a beaucoup de choses. Et en fait, là aussi, il y a aussi des dirigeants frontistes et du RN maintenant aussi qui se contredisent. Enfin, c'était le cas, par exemple, lors de la mandature 8 où il y avait toute une frange qui a un temps, derrière Philippot, proposé le Frexit et qui a été abandonné avec son départ ensuite, mais qui avait convaincu pendant un temps les têtes dirigeantes et ça a été même inscrit dans le programme. Et puis après, ils doivent, je pense, un peu toujours conjuguer aussi leur paradoxe de leur présence longue et continue au Parlement. Là, je reprenais aussi parce que j'ai toujours... je reçois toujours la propagande interne. Et là, par exemple, le hashtag que propose le Rassemblement national pour la campagne, c'est vivement le 9 juin. Donc, c'est aussi particulier de se dire qu'on a un parti nationaliste qui fonde quand même c'est une partie de son discours sur un discours anti-européen ou eurosceptique plus mou et qui alterne entre les deux aussi. Et puis qui vivement le 9 juin quand même parce que c'est des élections où ils savent qu'ils vont potentiellement, enfin c'est à peu près sûr qu'ils vont envoyer des élus. Le nombre on ne sait toujours pas, mais oui en effet il y a ouais, quand on regarde aussi les différentes propositions. En effet, je pense que là, c'est plutôt l'Europe des nations. Là, pour le coup, il y a peut-être un discours plus long et plus continu sur cela, sur l'idée de maintenir quand même cette construction européenne, puisque de toute manière, elle est ici, elle continue à fonctionner. Et puis, par contre, maintenir en même temps une certaine indépendance des différents États membres dans cette construction européenne, et puis surtout de ne pas l'approfondir, l'Union européenne, de ne pas l'ouvrir à des nouveaux domaines de compétences. Voilà. Pas d'armée européenne, par Pas exemple, d'armée européenne. ça c'est sûr. Ouais. Dernière question de Maurice Satino. Compte tenu de ses positions sur le Covid, le RN est-il attractif avec sa politique de santé? Alors, ça nous ramène d'ailleurs un peu à ce que disait Luc à propos Oui, c'est Luc. de l'obscurantisme. C'est moi qui dis ça, hein, de certains. Écoutez, moi je pense que, bon, je ne suis pas spécialiste des politiques de santé, mais c'est vrai que on est dans une situation. Alors là, pour le coup, ça c'est effectivement un élément qui peut rejeter les classes moyennes diplômées et supérieures, parce Ouais. qu'effectivement, on est vraiment sur un terrain bon, central de préoccupation des Français. Bon, la santé, évidemment, c'est tout à fait prioritaire. Donc, moi je pense qu'effectivement, ils ont quand même. Bon, ils ont pris un peu leur distance, mais ils sont toujours très flous un peu sur certains sujets quand même, hein, au niveau du parti. Maintenant, les électeurs, effectivement. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où, pour d'autres raisons, vous élargissez l'électorat aux classes moyennes et un petit peu supérieures, bah, vous allez avoir dans les enquêtes des réponses qui sont plus modérées sur ces terrains-là. Évidemment, on n'est plus en 2020 ou voilà, avant 2022 et au moment du Covid. Donc, c'est toujours difficile à interpréter. Non, je pense qu'effectivement, alors ça c'est quand même un problème de fond, si vous voulez, parce que on a les, alors si je peux me permettre pour élargir un peu la question, on a deux problèmes, enfin ils ont un problème plutôt. Il y a deux questions. C'est-à-dire qu'il y a la question des européennes qui sont vécues par l'électorat RN vraiment comme un référendum anti-Macron et fondamentalement lié aux questions nationales, pas tellement aux questions européennes, hein. Bon, j'ai vu ça dans le cas Ipsos récent, là, bon, vraiment,
avec effectivement une réorientation de l'Europe, pas totalement, enfin, on n'est pas contre l'Europe, mais on est plutôt pour une Europe des nations, un peu en récupérant un peu le gaullisme au passage. Et puis, je dirais, le vrai problème pour la présidentielle, et c'est là où il va y avoir un problème, et je reviens à la question, bien sûr, hein, j'ai fait un petit détour, mais je reviens à la question, c'est tout le problème de la mobilisation des élites et la capacité à montrer qu'on a des réseaux d'experts et qu'on a une crédibilité sur le terrain de la science, de l'expertise économique, etc. Et ça, à mon avis, là, ils ont toujours un énorme problème. Et dans le cas d'une présidentielle, on ne sera pas dans le cas des européennes, parce que là, vous allez avoir la réactivation de tous les registres de légitimation qui existent en France, c'est-à-dire le rôle central de l'État, dans sa fabrication des élites, dans la valorisation des diplômes, dans la valorisation de la science. Et là, ça va être très, très difficile pour eux. Je pense qu'ils essayent de travailler, ils essayent d'attirer à eux un certain nombre de... Bon, il y a quelques peut-être hauts fonctionnaires, ou quelques... Enfin, bon, les hauts fonctionnaires, c'est pas des scientifiques non plus. Hein. Bon, même s'ils aiment bien être associés aux universités, mais enfin, bon, ça, c'est encore un autre problème. Parfois même dirigés. Bon. Si vous voulez, le problème, il est là, c'est la crédibilité scientifique et je dirais, et ça c'est très important en termes je dirais, de stature présidentielle. Hein. Je pense en France parce qu'on a en plus un État qui lui aussi est, je dirais, technologique, enfin qui est quand même à l'origine de grands programmes, aussi avec l'Europe, mais qui est au centre d'une vision interventionniste et scientifique qui est quand même considérable. Hein. Pas comme à la différence d'autres pays européens qui ont plutôt laissé au marché. Donc le problème, il est là. Et je pense qu'effectivement, ça c'est vraiment le gros problème pour le RN pour 2027. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre de nous avoir éclairés par vos analyses. Et avant 2027, eh bien, ce sera le 9 juin que nous scruterons et qui nous amènera des réponses à certaines des questions que nous sommes posées aujourd'hui, parce qu'il y avait une partie analyse et puis il y avait une partie nécessairement spéculative. On aura le 9 juin des réponses à ces questions et de nouvelles questions à nous poser, évidemment, puisque l'étape qui suivra sera pour la politique française la présidentielle. Merci à tous et bon week-end, puisque nous avons un Mais week-end de Pâques qui approche à grands pas. Bonne soirée. bonne soirée, bon week-end. Merci, Bonne soirée, Bye merci. bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir.